donc dans le point lecture d'avril. Oui, 6. Ouais, c'est déjà pas mal. Contente. Contente de moi. Je ne sais pas, je le tourne donc samedi soir, nous sommes donc le 29 avril, donc je vais sûrement le mettre en ligne demain, demain soir à 18h. S'il apparaît pas dimanche à 18h le 30 avril, eh bien c'est qu'il sera, il y aura la pile à lire d'abord, et de mai, et celui-là le mercredi, donc 3, voilà. Mais il faut que Bibi, elle se bouge, voilà. Surtout qu'elle est occupée, Bibi, ce week-end. Voilà. Alors, dans les 6, on va dire qu'on va du moins bon au très bon. Voilà. Là, vous avez le panel complet, mais alors complet, de ce qu'on peut avoir dans un mois de lecture. Voilà. Alors, je précise juste pour les quelques personnes qui m'ont demandé ça sur Insta, principalement, qui sont des nouveaux arrivants sur Insta et ici, que je remercie. Il y en a certains qui se sont abonnés à la newsletter et qui m'ont dit « Ah, mais on n'avait pas vu que tu faisais aussi un point lecture audio sur SoundCloud, etc. » Donc je vais faire une vidéo, je vais expliquer une vidéo qui ne sera pas longue, qui peut-être durera 5-6 minutes ou 10 minutes, vous me connaissez, qui expliquera aux nouveaux arrivants ou à ceux qui n'auraient pas commuté depuis, que quand je fais un point lecture ici, généralement, au podcast, en audio, je développe beaucoup plus mon avis. Parce que là, sinon, ça va durer 3 heures. Hein. Bon, alors là-bas, ça ne dure pas 3 heures, mais je prends le temps de repeser mes mots entre des mots. Alors, je ne change pas la vie, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je vais peut-être plus aller expliquer une émotion ou un truc comme ça qui m'a gêné ou qui m'a plu, hein, voilà, dans les deux sens. Mais voilà. Alors, premier livre, c'est un livre donc d'histoire. Ça s'appelle Les frères Göring de James Wiley, en vérité. Le nazi, le résistant, donc c'est chez Alizio Histoire. Alors, James Wiley est aussi l'auteur de Femmes de nazis. Alors, c'est un historien, on est bien d'accord, mais c'est quelqu'un qui fait des livres très abordables. On va dire pour le commun des mortels. Voilà. Il ne faut pas avoir une thèse à chaque fois pour lire un livre d'histoire qu'il a fait, que ce soit Les Femmes de nazis, qui est, on va dire, c'est de l'histoire... J'aime pas dire vulgarisé ou simplifié, mais enfin, en tous les cas, c'est de l'histoire accessible. Les femmes de nazis, c'est hyper accessible. D'ailleurs, il parle de Karine Göring, et là, évidemment, c'est un peu plus développé, on va dire. Mais voilà, il faut pas avoir ni été diplômé en histoire, ni être passionné par la période pour savoir. Alors, les frères, on est bien d'accord. Alors, notre ami Herman, hein, que tout le monde connaît. Voilà, enfin, j'espère. Enfin, en tous les cas, lui, il est beaucoup plus connu que celui-là. Voilà, lui, c'est Albert, voilà. Et en fait, James Wiley revient sur la relation entre les deux frères, qui sont, alors vous pouvez le voir, hein, aussi différents physiquement, à la base, que intellectuellement, que au niveau des valeurs, alors qu'ils ont été élevés de la même façon, alors un peu plus différemment pour Herman, mais en tous les cas, bah, ils ont eu les mêmes, plus ou moins, piliers, les mêmes valeurs de famille, etc. Et ces deux personnes qui sont mais vraiment aux antipodes, en tant que frères, mais pourtant, il y a un lien entre eux. Alors, ils vont avoir une période de à peu près 10 à 12 ans où ils vont plus du tout se parler, principalement parce que Herman est le numéro 2 du régime et que Albert on va dire, est dans l'opposition. Et en fait, on suit sur ce livre-là les deux trajectoires de ces deux hommes, de ces deux frères qui, malgré tout, malgré l'investissement d'Herman, l'investissement en tant que dignitaire, de second dignitaire, ses décisions, voilà, il a quand même pesé dans la solution finale, etc. Enfin bref, il a fait des choses, voilà. N'a jamais... il aurait pu, on est bien d'accord. Il n'a jamais mis la tête sous l'eau à son frère. Son frère est lui, alors Hermann Göring est à la base, Première Guerre mondiale, c'est un aviateur qui a été un pilote, hein, qui a été encensé. Alors il n'était pas au niveau du Baron Rouge, on est bien d'accord, mais enfin bon voilà. Et puis en plus, oui, oh bah ça va, hein. Il faudra regarder les photos qui sont derrière, ou alors si vous allez voir une photo de lui jeune,
Donc lui, en tant qu'aviateur, c'était un bel homme, Hermann Göring. Hein, voilà. Son frère ne l'a jamais été aussi beau que ça, même jeune, non. Voilà. Mais séduisant, très extraverti, adorant la lumière, tel le papillon, machin, toujours avec les mauvais coups après. Hein, amateur de femmes, c'est le seul trait commun qu'ils avaient entre eux, c'est-à-dire qu'ils aimaient les femmes. Plus Albert d'ailleurs que Hermann, puisque bon, l'autre aussi, hein, mais bon, s'il y avait eu sa première femme Karine qui n'était pas morte, je pense qu'il n'aurait pas bougé, ou pas trop. Mais voilà, ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment les femmes, tous les deux. Mais alors, par exemple, voilà, Albert était un ingénieur de formation. Et très vite, il va comprendre que le régime nazi est une saloperie. Et il va véritablement s'impliquer pour sauver des gens. Alors des amis, des collègues ingénieurs, des personnes recommandées. Alors vous imaginez bien que vous vous appelez Albert Göring, votre frère est le numéro du régime, et vous êtes limite en train de lui couper l'herbe sous le pied. Bon. Alors sachant qu'il a eu le SD aux fesses, il a eu chaud aux fesses plusieurs fois, mais simplement il y a une chose sur laquelle Hermann Göring n'a jamais transigé, c'est son frère. Voilà. Alors il approuvait pas, il aurait pu être quick à cause de ça, il ne l'aidait pas techniquement, bien sûr, sinon ça se serait su, mais il a activé 2 ou 3 fois son pouvoir pour éviter la corde raide à son frère. Alors évidemment, voilà, évidemment, quand est arrivé la fin de la guerre, vous vous appelez Albert Göring. Même si vous avez aidé des gens à fuir, même si vous avez aidé des collègues juifs, même si vous avez aidé des résistants, quoi que ce soit, des communistes, des machins, des trucs, des bidules, vous vous appelez Göring, c'est pas une bonne idée. Et donc il a été quand même traîné par les Alliés dans un procès. Alors, procès où son frère, évidemment, a fait le grand jeu du Hermann. Hein. Il était à 6 pieds sous terre 5 minutes avant, mais lui, dès qu'il voit une scène avec des lumières, il est allé faire son grand show. Et là, même là, il a encore éclipsé son frère. Voilà. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir une trajectoire comme ça, parce que ça montre aussi qu'à l'intérieur de l'Allemagne, on va dire en tout cas avant le nazisme et pendant, etc., il y a des gens qui résistaient, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais qui risquaient leur vie quotidiennement. Alors il y en a beaucoup qui ont fermé leur gueule, on est bien d'accord, je pense qu'ils ont été écrasés dans la dénazification juste après, parce que les Alliés ont pensé que tout le monde était nazi, comme ça au moins c'était moins emmerdant à faire ça. La preuve, il a eu des emmerdes, alors qu'il y avait des preuves, etc., et qu'il avait des choses, mais bon, son nom, ça aide pas. Donc c'est un livre très facile à lire, très agréable à lire, bah oui, il a une écriture, on va dire, pour tout le monde. C'est une écriture, on va dire, populaire, voilà, ça serait beau, et voilà, c'est pour tout le monde, c'est un commun et mortel, quoi. Mais qui montre qu'en fait ils ont toujours fait passer la famille avant tout, même malgré leurs désaccords, malgré ce qu'ils pensaient, malgré que l'un n'aimait pas du tout la vie ni les idées de l'autre, mais et vice versa. Mais voilà, c'était on est les frères d'abord et on y va. Voilà, après voilà, il n'est pas allé non plus plaider en haut, mais voilà, on comprend très bien que 2-3 enquêtes de la SD se sont perdues dans les couloirs. C'est bête. Dossier tombé par terre. Oups, boulette. Voilà, donc voilà, il protégeait son frère. Après que ça soit un enfoiré, on est bien d'accord. Voilà. Donc les frères Göring. Et donc, deuxième livre que j'ai lu, alors il y en a certains qui vont se dire, ah c'est normal, ça va, et oh. Ça s'appelle Meurtre en Périgord, donc c'est de Jean-Marcel Bertrand. Ça s'appelle en vérité, le tome, c'est alors dans c'est le Geste Noir. C'est le numéro 135, je crois, tome, parce que je crois que c'est dérivé, machin, et donc ça s'appelle Le Réveillon des Solitudes. Alors, oui, bah oui, évidemment, j'ai acheté ça parce qu'il y a écrit Périgord dessus. Ah bah oui, bon. Alors, on est en présence de Rénick, qui est Quentin Rénick, si je me souviens bien, il s'appelle Quentin. Mais on dit toujours que son nom de famille, pratiquement, qui est en fait un haut fonctionnaire, qui était un ancien flic, mais qui est désormais un haut fonctionnaire, etc., je crois que dans la magistrature. Enfin bon, bref, on en parle, on comprend qui il est, mais voilà, bref. Qui a une maison de famille près de Sarlat, dans le Périgord, donc noir, hein, même si c'est très touristique de dire ça, c'est comme ça qu'on arrive à faire comprendre aux gens où on est.
Pour la petite histoire, je suis dans le Var. De l'autre côté du... enfin, au nord-ouest, en vérité. Voilà. À l'opposé de Sarlat, vous tracez en oblique. Voilà. Et en fait, il a juste envie de passer le réveillon du 31 décembre tranquillo dans sa maison, qui n'est pas toujours chauffée, qui est humide. Parce qu'à un moment donné, il dit quand même qu'il fait, malgré le feu, la cheminée, machin, il fait que 12 à 13 degrés, je connais ça. Et il arrive en voiture sous ces routes, alors il faut connaître, hein, très très voilà, ondulées, machin, en plein hiver, donc pour ceux qui connaissent, brouillard à couper au couteau, voire à tronçonneuse, route humide, puisque sous bois, voire gel, voire glissade, voire plaque de verglas, que du bonheur, c'est la Dordogne, l'hiver. Et il faut aimer, hein, sinon vous n'allez pas l'habiter là. Et donc en fait, il est sur cette route, il va chez lui et il voit un automobiliste en panne sur le bord de la route à quelques kilomètres de chez lui, donc il s'arrête. Il n'a pas envie de s'arrêter, mais il s'arrête, il se dit, oh quand même, 31, machin. Enfin, à la veille, c'est le 30, je crois qu'il arrive. Enfin bon, bref, il arrive, il se dit, oh quand même, le mec, en plein milieu des fêtes, soyons sympas, quoi. Il le prend en stop. Et l'autre, c'est un moulin à parole. L'autre, il a pas du tout envie de parler, mais l'autre, à côté, il lui raconte sa vie, ce qu'il va faire, pourquoi, comment, etc. Qu'il habite là, qu'il habite là, qu'il a une maison, machin. Enfin. Et il va l'inviter à un fameux réveillon qui se passe entre amis chez un grand chef de cuisine, hein. Un grand chef du Périgord, en tous les cas du Périgord noir. Et donc, au début, bon, pas envie. Et il se dit, oh bah, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc il va passer une soirée magnifique. Alors entre-temps, on apprend, et ça c'est un peu le fil rouge qu'il a, c'est que en gros il a une vie de... À part son travail, il n'a pas une grande vie magnifique. Seulement il a une femme, entre guillemets, une amoureuse depuis qu'il est adolescent, c'est la même. En fait c'est son amoureuse, on va dire son amante par épisode. D'ailleurs, c'est les scènes qui entrecoupent, c'est-à-dire quand il se retrouve dans le lit, alors qu'il se gèle et que c'est humide dehors, c'est les détails du corps de cette femme qui a le même âge que lui, hein, donc lui il doit avoir une cinquantaine d'années, qui le réchauffe, mais elle disparaît parce qu'en fait ils ont en fait ils sont juste sex friends si vous voudriez, même si lui il est amoureux d'elle et elle aussi, mais il y a une vie compliquée, bon, bref, c'est expliqué là-dedans. Il fallait bien qu'il y ait des scènes de cul, hein, sinon c'était chiant. Et des fois on se dit, mais putain, mais ça va, quoi. Bon. Bref, ça amène le chaland. Et donc, il va se réveillon, et le lendemain, on retrouve le chef mort. Bon, alors, évidemment, comme il est un ex-flic, il va mettre sa truffe de partout. Il va enquêter, alors à place des flics, hein, les flics, visiblement, ils sont là, sur le côté, ils regardent. La gendarmerie, donc. Non, mais je suis très bonne copine avec les gendarmes, hein, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais voilà, dans le livre, ils sont là, ils enquêtent, mais c'est lui qui prend, on va dire, le mordant. Et donc, va se dérouler l'enquête. Alors, vous avez vu, c'est pas très épais, c'est écrit pas très très gros. Voilà, on va le suivre dans sa vie, dans ses tribulations pour résoudre le meurtre, pour savoir qui est qui fait quoi, pourquoi. Et en fait, c'est surtout une peinture des mœurs d'une petite ville provinciale, parce que là, c'est pas non plus... voilà. C'est bourré l'été, c'est l'enfer. N'allez jamais visiter Sarlat l'été. Alors, c'est agréable, hein, on est bien d'accord, mais alors, c'est l'enfer, les touristes. Vous pouvez même mettre un pied sans vous cogner à quelqu'un. Voilà, allez-y fin novembre, même s'il y a le brouillard, on s'en fout, ou début mars, machin. Alors je sais, des fois il pleut, mais non, mais vous n'avez pas les touristes, c'est déjà bien. C'est l'enfer. D'ailleurs, tous les gens qui habitent vers là, ils se cassent. Voilà. C'est vraiment les mœurs d'une petite ville de province, les on-dit, je sais que les ramifications, les qui a couché avec qui est jaloux de qui alors qu'il est grand, bras ouverts avec grand sourire en disant « Ah, c'est mon meilleur pote !» Voilà, donc c'est une enquête qui a rien de particulier, ça fera un très bon épisode de meurtre à Sarlat par exemple, alors peut-être qu'ils ont fait, hein, je sais pas, sur France 3, là ils faisaient des trucs comme ça, peut-être que ça a été adapté, j'en sais rien. Des fois je le suis, mais je me rappelle pas qu'il y ait eu un meurtre avec un grand chef dans les meurtres à ça, peut-être que je l'ai loupé, hein. Là, l'épisode. Mais voilà, c'est une bonne petite enquête. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est vraiment plan-plan. Si vous aimez vraiment les policiers, les trucs très costauds,
ça serait limite du cosy mystery, hein, on va dire. Alors, pas cette trempe de un peu. Voilà, mais voilà, c'est pas révolutionnaire. Vous devancez plus ou moins ce qui va se passer, vous arrivez à savoir qui est qui a fait quoi, pourquoi il est mort et qui l'a tué. Mais ça se lit, voilà. Ça se lit parce qu'il y a des descriptions de paysages, parce que quand il parle de cuisine, vous savez de quoi il parle. Alors moi, vous sentez. Voilà, vous sentez l'endroit qui va être humide, vous sentez la mousse, vous sentez le truc. Quand il vous parle de quelque chose, vous sentez, vous comprenez. Voilà. Mais sinon, je vous dis, je l'ai lu, c'est agréable à lire, c'est sympatoche. Voilà. Il n'y a rien de transcendant. Mais bon, il s'y connaît la région. Visiblement, en tous les cas, il connaît le droit pénal et les méthodes policières. Et je vous dis, il n'y a pas de... Ne vous attendez pas à voir arriver la PTS, les gens, les machins, et tout. Non, non, voilà, ils traquent même pas un portable, hein, limite. Hein, voilà. Donc c'est vraiment une enquête à l'ancienne. Mais dans le Périgord noir, avec tout ce qu'il y a de régional. Voilà, donc meurtre en Périgord, ça s'appelle le Réveillon des Solitudes. Alors Rednick est quand même attachant comme personnage. Voilà. Il faut vraiment lui mettre ça, c'est qu'il a fait un personnage assez attachant, un peu mystérieux mais assez attachant, et donc jusqu'à la fin on veut savoir ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Alors là c'était le pas mal. Voilà, alors là, the déception de l'année. Non, peut-être pas de l'année, mais il y en a d'autres qui vont y arriver. Mais je m'attendais pas à ça, de cet auteur-là, puisque j'avais adoré Un bûcher sous la neige. Donc c'est Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Alors c'est bien en plus, hein, parce qu'évidemment ils vendent sur le succès phénoménal qu'elle a eu pour Un bûcher sous la neige. C'est donc chez J'ai lu. L'autre c'est Au geste non, je l'ai dit, oui. Alors, oui, vous voyez ma tête en jouer déjà, voilà. Alors ça vous avez compris, je crois. Voilà. Alors, on est en présence de Clara, juste un petit peu avant, quelques semaines avant la déclaration de la guerre de 14. Clara souffre de la maladie des os de verre depuis qu'elle est enfant, donc elle a été à de multiples fois cassée de partout. Donc ce qui lui a déformé le squelette, ce qui lui a donné des déformations et un problème de motricité. Donc elle se déplace avec une canne, elle est toujours un peu voûtée. Bon, bref, elle a eu beaucoup de choses dans sa vie où elle a morflé. Physiquement, ça se voit beaucoup. Mais c'est une jeune femme qui a surpassé tout ça et qui est arrivée à vivre avec les douleurs de son corps et de se mouvoir correctement, en tous les cas pour anticiper une potentielle blessure qui serait cassage. Voilà. Et quand on la trouve, nous, elle a perdu sa maman il n'y a pas longtemps, donc elle est un peu en mode voilà, déprimage, enfin déprimée en tous les cas, déprimage. J'ai décidé de mettre des H partout hein, aujourd'hui. Ça arrive des fois. Et elle travaille au Jardin botanique de Londres. Et le Jardin botanique les supérieurs vont recevoir une lettre d'un richissime homme qui a un château qui s'appelle, dans une propriété un peu plus loin, dans un comté un peu plus loin, qui s'appelle Shadowbrooks. Et il demande un spécialiste pour établir une serre tropicale sur sa propriété. Monsieur, une serre tropicale, je ne vais pas se m'emmerder. Donc, les employeurs de Clara, parce que elle s'y connaît bien, vont l'envoyer là-bas. Donc elle débarque dans la Cambrousse. Hein. Alors on parle du début du XXe, hein, voilà, dans un coin. Et alors c'est une jeune femme, elle est très impertinente, elle est très curieuse, elle a une répartie qui est quand même assez... voilà, c'est pas une suffragette parce que visiblement ça l'intéresse pas trop des masses, mais enfin elle a une répartie cinglante et puis elle est très impertinente. Voilà. Pour une jeune femme de sa condition, etc. Alors on comprend pourquoi, parce que sa mère, on le sait par flashback, qu'elle a fui l'Inde, visiblement enceinte jusqu'au cou, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et donc forcément, elle était un peu la rebelle, elle a été un peu traitée en marge, etc. Et elle a élevé sa fille un peu comme ça. Donc elle débarque dans cette propriété, qui tout de suite, la gouvernante, lui explique qu'en fait il y a un fantôme. Et qu'il se passe des choses mystérieuses dans ce château, etc. Alors elle croit, on va dire, ni au bon Dieu, ni au diable.
l'âme, ça n'existe pas, les fantômes, rien à carrer. Donc elle est très, elle est un peu moqueuse au début en disant ouais, c'est bon, ça va. Et puis il se passe des choses, des manifestations, et le propriétaire quelquefois vient et sur le premier étage, mais on ne le croise jamais. Il l'a engagé mais il ne veut pas la voir. Il ne voit que la gouvernante et il donne ses ordres par rapport. Et donc on va découvrir les principales personnes qui vont tourner autour de Clara, c'est-à-dire le jardinier qui a l'air de savoir beaucoup de choses mais qui ne dit rien. Une fameuse femme morte dans le château qui aurait eu une vie dissolue, genre une pute de grand luxe, hein, parce qu'elle était châtelaine, avec des frères très bas du plafond, mais qui auraient fait des choses assez salaces. Mais bon, qui est morte et qui aurait été traînée dans la boue tout le temps. Un fermier d'à côté, taciturne, visiblement pas moche de sa personne, mais taciturne, un peu bourru, un peu taré, enfin pas taré, mais un peu, si, taré, des fois il est un peu, voilà. Mais enfin bon bref, qui semblerait ne pas supporter qu'on critique cette fille alors qu'il l'a pas connue, parce que visiblement il était jeune quand ça s'est passé, quand elle est morte. Voilà. Et ce fameux propriétaire qu'on ne voit pas, Monsieur Fox, et un jour, la gouvernante va tomber dans les escaliers, poussée, dit-elle, par ce fameux spectre. Elle va partir et elle va refuser de voir Clara, avec qui elle avait sympathisé. Alors les deux autres aides, le croient dur comme fer que c'est un fantôme. Et Clara n'y croit pas, donc elle va commencer à enquêter. Et alors là, on a droit à la totale. Alors, vous voulez des invraisemblances, vous voulez des clichés, vous voulez des raccourcis gros comme des maisons. Alors, le seul avantage de ce livre, parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est plat, c'est creux, l'histoire est plate, l'histoire est creuse. Quand ça arrive, les 20 dernières pages où on vous révèle qui est Clara, qui est Monsieur Fox, qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans cette maison, etc. Vous êtes là, vous faites « Ah ouais, ah ouais ». Rien à carrer. Mais vraiment, et c'est creux. L'histoire est creuse. Alors, le seul truc de ça, c'est que c'est quand même épais. Il y a des très belles descriptions de plantes, de fleurs, de nature anglaise, de paysages anglais, de campagnes anglaises, de châteaux. Alors, si vous avez le truc de connaître de ce côté de l'Angleterre, bah, vous allez retrouver vraiment la campagne anglaise, mais vraiment comme au 19e, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est typique, même encore maintenant, vous avez l'impression d'être dans un autre siècle, alors que clairement non. Mais voilà, les collines, les grandes... Alors ça explique les plantes allant là en travers, les arbres, le moindre brin d'herbe est expliqué sur 20 générations, mais c'est des beaux passages. C'est-à-dire que, alors si vous n'aimez pas la description, ce genre de truc, de nature et tout... vous allez vous faire chier. Hein. Voilà, ceux qui n'ont pas aimé dans Un bûcher sous la neige, les grandes envolées de Suzanne Fletcher sur la lande, sur la neige, sur l'arbre, sur le gui, le machin, n'y allez pas, parce que en plus l'histoire elle est creuse. Oh mon dieu, qu'elle est conne cette Clara. Alors, c'est un personnage qui, dans la théorie, a tout pour être... à vous donner un sentiment d'empathie. Elle est pas vaillante, elle a une cervelle fragile, elle a perdu sa maman, elle a visiblement un problème. Alors elle a un père adoptif qui l'aime beaucoup, mais voilà, elle a toujours ce doute de savoir qui est son père. Elle n'a jamais vu le loup, hein, voilà. Donc elle va tomber, comme par hasard, évidemment, vous imaginez bien, il y a un curé qui la regarde comme si elle était la Vierge Marie, enfin un pasteur, qui la regarde, évidemment, pasteur, donc du coup, anglican, ils ont le droit de se marier, je rappelle. Un pasteur qui la regarde comme si c'était la Vierge Marie, le fameux fermier la quitte, qui, bon, la regarde pas, mais en fait, il lui plaît quand même beaucoup, même s'il est bourru, mais au bout d'un moment, oh, il est joli le garçon. Et puis alors, débarque un mec qui est censé exorciser la maison, en fait c'est un spécialiste des effets, on va dire, de fantômes. Là, genre Ghostbusters, quoi, si vous voulez, de l'époque, hein, voilà, qui débarque, et comme par hasard, le mec, c'est un gentleman anglais, très gentil, adorable, etc. Alors l'autre, elle le fond comme une dinde, mais on sent bien qu'il y a quelque chose. Alors comme par hasard, elle le fond comme une dinde, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, mais voilà, elle a tout à la rigueur, pour plaire, machin, mais pas du tout. Enfin, moi, je l'ai trouvée... chiante, imbu de sa personne, alors impertinente, elle aurait pu être impertinente, sympathique et agréable, mais là c'est carrément des fois elle est même
impolie à un point que c'est inimaginable. Elle est imbue d'elle-même, elle est prétentieuse quelquefois. Elle se la joue grande dame alors que en fait c'est une pauvre conne. Hein, il faut dire le mot comme il est. Et alors à la fin, on va dire peut-être 20 pages, je suis méchante, mais allez, on va dire les 30 dernières pages ou les 40 dernières pages. Alors il y a une scène à un moment donné où ils inventent un beau bar avec le fermier. Je vous rappelle qu'elle a jamais vu le loup. L'autre, elle lui propose, limite, enfin non, carrément, elle lui propose de coucher avec, quoi. Alors et là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors, ce qui était très bien foutu, très agréable dans Un boucher sur la neige, justement, quand Corag rencontre cet Écossais, machin, etc., il y a un truc... Il y a quand même un truc qui se passe. Là, comme elle sait pas où elle a mal, celle-là, à part aux os, vous avez juste envie de vous dire, mais arrête, quoi, ça suffit, occupe-toi de tes plantes et dégage, quoi, parce qu'à un moment donné, alors même tout est invraisemblable. Voilà. Alors, c'est censé être, c'est vendu comme un, je rappelle, hein, c'est rendu comme un roman gothique. Je ne sais pas où est le gothique, là. Il va falloir que... Parce qu'en fait, elle a peut-être voulu faire un gothique. Alors, ce qui était très drôle dans Jane Austen, quand elle a fait Northanger Abbey, où elle s'est moquée, elle a détourné le roman gothique pour en faire une nunuche là, de son héroïne qui pleure tout le temps, qui fait « Ah !» tout le temps. Mais elle a joué avec les codes gothiques. Là, je pense qu'elle a joué avec les codes gothiques, mais qu'elle a joué avec tout ce qui avait plus ou moins bien fait recette dans le bûcher sous la neige, mais on a dû lui donner le cahier des charges. En ce moment, ça se vend très bien, ça. Et puis ça se vend. Puis ça, il faudrait peut-être le mettre parce que... Voilà. Et quand les auteurs commencent à vouloir faire ce que les lecteurs veulent lire absolument, sans tenir compte du fait qu'ils aient un univers, qu'ils aient une écriture, qu'il y a une histoire qui pourrait tenir la route, mais qui tout d'un coup part en bibouine, ça donne ça. Voilà. Donc, je pense que c'est une des plus mauvaises notes que j'ai mises cette année, hein, pour l'instant. Vous savez, à la fin de l'année, je mets mes flops, il sera dedans, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il va être en tête de gondole. Hein. Ah, grandiose. Ensuite, j'ai lu, alors il faut être honnête, je l'ai lu, j'ai survolé 10 portraits et j'en ai lu véritablement 8. Pourquoi ? Je répète, j'explique. C'est parce que je connaissais les 10 dont elle parlait. Alors, le livre en question, ça s'appelle Les Précurseuses. Donc vous pouvez voir, c'est de Mademoiselle Justine de France qui donc est la prof sur YouTube. Alors je sais que je vous en ai déjà parlé, c'est aux éditions Nouveau Monde. Je vous en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. J'essayerai de vous la mettre là, sinon vous cherchez. J'avais mis les 10 chaînes YouTube que je suis hors Booktube. C'est une prof, sa spécialité c'est le Moyen-Âge. Elle a fourni déjà un livre épais. Alors il est lourd, hein. Je vous assurer, vous prenez le même gabarit, machin. C'est hyper lourd par rapport à certains qui font le double de plage, mais c'est génial. Oh, en plus c'est du papier glacé. Elle avait fait un livre sur le Moyen-Âge, sur ce qui était le Moyen-Âge en fait, mais elle le fait didactiquement, très intelligemment, à l'image de sa chaîne. C'est-à-dire qu'elle vous explique l'histoire au gueux. Voilà. Non mais, il faut être comme ça. Alors, si vous ne connaissez pas, allez sur sa chaîne. Elle fait une série sur les badass, sur les femmes, sur des femmes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de croiser tous les jours quand vous n'en entendez pas parler. Elle fait un truc, il y a 2 saisons, c'est Time Warp, où elle a plusieurs personnages qui interagissent dans le voyage dans le temps, qui reviennent, etc. C'est absolument bien foutu, c'est hilarant, je me marre à chaque fois, je me gondole, il y a des punchlines qui sont top. Et le reste du temps, elle explique l'histoire. Voilà, elle va faire des trucs, par exemple le côté au Moyen-Âge, elle va expliquer l'alimentation, elle a expliqué plein de choses. Et forcément, moi, c'est quelqu'un que je suis et j'adore. Donc, quand j'ai vu qu'elle sortait un 2e bouquin, je l'ai acheté puisque j'ai déjà le premier. Et là, elle parle de 18 femmes qu'elle a sélectionnées. Elle aurait pu en sélectionner plus, elle l'a dit. Et parmi elles, effectivement, je dois avouer que, comme je vous ai dit, j'en connaissais donc 10. Alors,
Il y a une énorme bibliographie pour chaque personnage. Ce qui est génial parce que ça vous permet, si vous connaissez pas trop, d'aller vous regarder, hein, on est bien d'accord. Alors ça va on va dire d'une femme, vous avez des gens, alors moi j'adore, parce que c'est quand même une des références quand j'avais 12 ans, quand j'ai découvert sa vie, je me suis dit il faut que j'y aille, c'est Hypatie d'Alexandrie, mais vous avez des gens comme Hildegarde de Bigène, Christine de Pisan, Anne de Bretagne, Christine de Suède, Margaret Cavendish, quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Phyllis Wheatley. Je ne sais pas si vous savez, c'est une esclave américaine qui était donc une autrice très affranchie, comme elle se définissait auteur affranchi, enfin autrice affranchie, maintenant on dit. Vous avez des gens comme, Alice Guy au cinéma, etc. Et vous avez des plus vieux, vous avez Sappho, vous avez plein de gens. Bah tiens, je vais vous mettre carrément le résumé à l'écran, enfin le sommaire à l'écran, pour que vous puissiez, pendant que le lire, vous faites pause et vous regardez, hein, voilà, merci. Et donc c'est intelligemment fait, comme elle le fait sur sa chaîne. C'est-à-dire qu'elle a pris, c'est un prof, hein, je rappelle, donc c'est bien documenté. Elle a de l'humour, donc des fois dans les notes de bas de page, il y a la petite pointe d'humour qui fait que vous vous marrez. Et même, elle le fait dans les textes, c'est-à-dire les textes sont intelligents, didactiques, ça vous apprend plein de choses, etc. Mais c'est écrit de telle manière que c'est pas bourratif. C'est des choses que vous apprenez, que vous lisez facilement, parce que vous n'avez pas besoin ni d'avoir Universalis à côté, ni d'avoir le petit Robert derrière, quoique la langue est soutenue quand même. Mais bon, normalement vous devriez connaître tous les mots, on est bien d'accord. Oui, le français est votre langue première, je rappelle, voilà. C'est vraiment bien foutu. Et je vous dis, la bibliographie, moi j'étais hyper contente d'avoir des trucs, notamment sur celles que je ne connaissais pas, sur les 8 que je ne connaissais pas, enfin en tous les cas que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas véritablement la vie. Donc vous avez en plus toute une série iconographique fantastique à chaque fois sur chaque femme. Moi j'avais beaucoup aimé, je l'ai survolé parce que je connaissais Angélique du Coudray, qui est donc la première sage-femme, et qui a d'ailleurs, il y a un musée à Rouen, je crois, je ne me rappelle plus si c'est le musée Flaubert, qui a une genre de poupée en genre de toile de jute, je sais pas, en fait avec un bébé, avec le cordon ombilical et donc tout l'appareil génital de la femme avec des fausses jambes, comme si elle était sur les étriers. Et en fait c'était pour enseigner à ces femmes, à ces sages-femmes, à ces aides à l'accouchement, de comment ça se présentait, et si le bébé se présentait mal, on pouvait manipuler à l'intérieur de cette espèce de truc de toile de jute. C'est hyper bien fait. Voilà. Donc il y a des tableaux, bien sûr, alors dans les plus vieilles, hein, celles qui n'ont pas vraiment une photo à leur effigie, il y a des statues, hein, Hypatie, il y a des trucs, des représentations. Pareil, Boudica, c'est pareil, il y a des tableaux alors je rappelle que Boudica c'est la Versailles autoriste bretonne, hein, en gros, enfin pour faire un schématique. Alors sinon je vais me faire taper par les Bretons par les autres. Voilà, donc si vous aimez la cause féministe, si les femmes vous intéressent et que vous vous dites on n'en parle pas jamais, alors qu'il faut juste chercher, hein, voilà, je rappelle. Moi j'en ai connu 10. Alors vous allez me dire oui c'est parce que tu aimes l'histoire. Non, c'est parce que dans ma famille on parlait des femmes. J'ai toujours entendu mes grandes tantes, mes grands-mères, etc., mes vieilles cousines parler des femmes qui les avaient précédées. Voilà, alors familiales et des autres, voilà, parce que, je sais pas, les premières suffragettes, Pankhurst, tout le monde dans ma famille parlait d'Emmeline Pankhurst, et quand un jour j'en ai parlé ici, tout le monde m'a dit c'est qui celle-là, j'ai dit mais c'est la maman des suffragettes, quoi. Et il y a des gens, suffragettes, ils découvraient qu'il y avait des suffragettes, bah non, voilà, donc il y a des femmes qui ont existé avant, qui se sont battues, alors oui, bien sûr, avec des conditions plus difficiles, parce que c'était pas facile, alors c'était pas facile pour tout le monde, hein, on est bien d'accord à l'époque, parce que tout le monde pouvait se faire tuer à un moment, mais bon, c'était pas évident pour les femmes, mais il y avait des femmes qui étaient des femmes, ce qu'on appelle des femmes fortes, des femmes de tête, des femmes de caractère, qui ont résisté, alors quelquefois qui se sont fait massacrer, comme Hypatie, hein, comme une merde, mais qui n'était pas mariée, qui prônait quelque chose. Elle a quand même jeté à la gueule d'un de ses élèves, Hypatie, sa protection périodique pour lui dire, parce qu'il lui disait qu'il était fou amoureux d'elle, et elle lui dit c'est ça que tu aimes.
on va dire que c'est top. Hein. Voilà, donc il y a des femmes qui ont été sur le devant de la scène, qui ont devancé, comme cette auteure américaine, noire américaine, qui était une esclave affranchie et qui est connue, hein, voilà, si vous citez son nom, les Américains savent qui c'est. Alors en France peut-être pas, mais voilà, je pense qu'ils connaissent pas nous aussi, nos poétesses de l'époque. Mais n'hésitez pas, voilà, les précurseuses, vous avez de quoi lire, de quoi vous cultiver et de quoi vous dire que voilà. Alors pour la petite histoire, là au mois de mai sort sur mon podcast l'histoire des reines et des influenceuses maîtresses de France. Donc je l'ai fait sans savoir qu'elle allait parler d'une d'entre elles, de Anne-Bretagne. Voilà, comme quoi j'avais pas vu le sommaire quand je l'ai acheté. Donc, parce que je l'ai acheté juste là au début avril pour pouvoir le lire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le SoundCloud, enfin sur mon podcast. Je vais essayer de voir si je peux le diffuser ailleurs, mais en gros, voilà, il y a des gens qui écoutent, hein, qui le trouvent très bien, donc il n'y a pas de souci. Enfin, très bien, qui le trouvent, le podcast. Pas le podcast très bien, enfin si, il paraît qu'il est bien, mais qui le trouvent facilement. Voilà, qui arrivent facilement à trouver mes podcasts. Voilà, Lisa, wow. Ah bah oui, hein. Ah bah dans une autre vie, j'aurais été fusillée. Attendez, bougez pas, je bois. Parce que je me suis fait un thé. Avec un nuage de lait. Ah bah un nuage, hein. Très léger le nuage. Et donc on attend les deux derniers. Ça va encore durer 1 heure cette merde. C'est pour ça que je pense que je vais peut-être faire des points lecture tous les 3 livres. Parce qu'à chaque fois, trouver 45 minutes, 1 heure à faire et tout. Voilà, c'est un peu compliqué des fois, je sais que voilà, mais moi j'ai pas d'endroit où je peux laisser mon matériel à la journée, où j'ai juste à appuyer sur le bouton et enregistrer. Moi j'ai un bureau, mais c'est pas possible, enfin j'ai un bureau, j'ai une pièce qui pourrait servir de bureau, mais c'est mon annexe de penderie, de placard, de logistique, de merde quoi. Donc honnêtement, non, voilà, je vais pas faire ça dans une pièce placard sans luminosité, j'ai même pas de lampe, si j'ai une lampe au plafond mais elle est tellement moche que c'est pas la peine. Voilà, donc c'est toujours cérémonial, il faut chercher le truc, des fois c'est chiant. Alors, avant-dernier livre que j'ai lu, et donc c'est un roman cette fois-ci, Mikhail Shevelev, donc le numéro 1 c'est chez Gallimard, dans la catégorie monde entier. Alors en fait on est dans 2 temporalités. On est en 84 avec Vladimir, dit Volodia, je rappelle c'est le surnom voilà, de Vladimir, donc en plein milieu de l'URSS, hein, de l'époque soviétique, qui en fait a des potes, il a une petite copine, etc. Puis comme dans tout système soviétique, hein, c'est un peu la débrouille pour avoir 3 roubles de plus, donc il trouve un truc parce que bon, contre un bon, le gouvernement vous donnait un pneu ou 2 pneus neufs. Voilà, donc en fait ils se disent oh, si on mettait tous nos bons ensemble, on aurait 3, 4, 5, 6 pneus, on pourrait les revendre plus cher à ceux qui n'ont pas eu de bons et gagner des roubles. Donc en fait ils montent leur petite arnaque qui prête, qui mange pas de pain, hein, il faut bien survivre dans l'URSS de l'époque. Je rappelle, hein, c'était pas encore la glasnost complètement, ni la perestroïka, ni la chute du mur de Berlin qui a fait voilà, et 91, donc 84 déjà ça commençait à, voilà, c'était pas encore ouh, hein, voilà. Bon, remarquez, c'est pas toujours ouh, hein. Je sais pas s'ils ont gagné au change en fait. Pauvre pays, putain, qu'est-ce qu'ils se prennent depuis des siècles là. Bon bref. Et donc manque de chance, ce pauvre garçon, en fait, alors qu'il n'y a jamais de contrôle sur ce genre de vente, paf, pile poil, il se tope un contrôle. Et en fait, le problème, c'est que théoriquement, on comprend bien que à cette époque, 2 roubles, parce que les flics ne gagnent pas plus que les gueux, hein. À l'époque, il ne faut pas rêver, hein. Mais 2-3 roubles de plus, ça peut graisser la patte, les flics ferment les yeux, ils seraient sortis. Le problème, c'est qu'il y a un agent du KGB qui arrive, et qui va lui mettre un deal entre les mains en lui disant il faudrait que tu signes ce papier, sinon on t'emmerde, clairement on va t'emmerder toi et ta famille, et un jour peut-être qu'on va te demander de nous aider sur une enquête, en gros d'espionner pour nous. Au début pas chaud, mais bon il se dit de toute façon j'ai pas le choix, hein, c'est ça ou le goulag, hein, on va pas jouer des masses, hein. Oui je rappelle qu'il y avait le goulag.
Et donc, il signe le papier. Et pendant des années, il ne va plus jamais entendre parler de ce papier. Donc, au bout de quelques temps, il se dit, oh, bah, oui, ils ont paumé le papier, Boulette. Tu parles, Boulette. Et donc, parallèlement, on va suivre entre guillemets notre époque, on va dire il y a 2, 3 ans, 4 ans, un jeune homme qui s'appelle David, qui est américain, qui est d'origine russe. Sa mère est russe, elle a fui la Russie quand il était tout petit, et qui a refait sa vie, machin, qui est vraiment américaine, ils sont vraiment américains tous les deux, et qui, lors d'un déplacement en Russie pour le compte d'un travail d'universitaire, est tombé sur une fille, qui s'appelle Masha, il est tombé fou amoureux, etc. Donc il repart aux États-Unis, mais avec la promesse de la revoir, machin. Et en fait, Masha va arriver un jour à New York, ventre à terre, parce que la fois où elle l'a présenté à sa mère, en fait, il y a sa mère dit qu'il ressemble à quelqu'un qu'elle connaissait bien, un certain Vladimir, et elle le connaît bien, et elle va l'appeler, donc il va lui dire son nom, et David va comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Mais il repart aux États-Unis, et voilà. Et quand elle va débarquer aux États-Unis, elle débarque avec une cassette où ce fameux Vladimir explique à David qu'il est son père. Et il va lui expliquer son histoire. Et le problème, c'est qu'il lui explique qu'en fait, s'il continue à écouter l'histoire et à voir l'histoire de sa vie et des choses qu'il a pu faire entre le moment où il s'est, entre guillemets, séparé de sa mère, où ils sont repartis, parce qu'en fait, en gros, ils étaient arrivés à New York pour s'établir, et il a été rapatrié de force, lui, et il n'a jamais pu repartir, et elle est restée là-bas. Et donc, il va lui raconter. Mais ça met en danger sa vie à lui, même d'Américains, ça met en danger la vie de cette jeune femme, de la mère de cette jeune femme, et éventuellement de beaucoup de monde autour, puisqu'on apprend petit à petit que le fameux Volodya a trempé dans le capitalisme effréné, un brin mafieux quelquefois, qui s'est développé après le putsch de Helsinki en 91. Voilà. Donc c'est vraiment un panorama de la fin de l'époque soviétique et toutes ce système qui commençait à s'effondrer, mais qui tenait encore à bout par la peur, mais une peur qui n'était pas forcément avérée, mais qui jouait justement sur la peur. Quand on fait peur aux gens, les gens donc font attention, alors que s'ils creusaient un peu, ils se seraient dit « Ah non, c'est de la merde, il est en train de me balader, le type. » Quoique avec cela, bon bref. Et en fait, après, quand la chute de l'URSS, alors nous si on a connu cette époque, on sait, il y a eu une espèce d'éclosion du capitalisme, avec des gens qui se sont mis plein les fouilles, les oligarques, les gens qui sont allés investir, ceux qui ont récupéré des millions un peu partout, qui ont trusté les affaires d'État, qui ont ramassé des choses qui n'auraient pas dû être à eux, mais qu'ils ont pris quand même. Et en fait, il parle de ce capitalisme effréné, de ces gens qui ont fait tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent, de l'impact, du pouvoir de l'argent, du pouvoir des mainmises, alors des mafieux, des oligarques, des politiques, des gens qui savaient comment tirer les ficelles de ce système pour récupérer ce système pour eux et pour continuer à faire peur. Voilà, donc c'est vraiment on va dire, une étude, un essai, bien sûr romancé, sur le passage de cette Russie soviétique à cette Russie capitaliste, mais qui va être gangrénée assez rapidement, et qui, comme on le dit souvent, quand la Russie, qui est un pays qui ne se soulève que par l'intérieur, ça n'a jamais été des extérieurs qui sont arrivés à soulever le pays, c'est toujours l'intérieur, c'est toujours le peuple qui a réussi à démanteler ou à dégommer le pouvoir. Depuis des siècles, à chaque fois qu'ils dégomment quelqu'un qu'ils estiment être trop dur, ils en mettent un plus dur sur la tête, à la tête de l'État. Ça a... Mais à tous les coups, si vous voyez l'histoire de la Russie, lisez l'histoire de la Russie un jour, même en diagonale, même en la Russie pour les nuls. Vous allez voir, c'est impressionnant. Depuis Ivan le Terrible, ils ne savent faire que ça. Et c'est
c'est un pays qui a énormément de ressources, qui a une culture énorme, qui pourrait être un des fers de lance de beaucoup de choses dans le monde. Mais je sais pas, il y a une malédiction sur ce peuple et ces gens, sur la durée dans les siècles. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, quoi. Voilà. Mais c'est un bon livre. Alors après, ce n'est pas le... C'est très journalistique comme style. Et attention, c'est vraiment journalistique, c'est vraiment écrit, les chapitres sont courts. Oui, je vous dis, c'est vraiment un style très très journalistique. Il n'y a pas y a pas de super description, de phrases pompeuses, etc. C'est vraiment, ça va au but, quoi. Après, c'est pas un coup de cœur, ça sera pas le meilleur livre de l'année. Mais franchement, j'ai bien aimé le voyage entre David et Vladimir, et du fait que il y a une relation qui se tisse entre le père et le fils qui ne se sont jamais connus, et le fils comprend des choses, le père comprend des choses, et donc chacun établit une espèce d'histoire, un passé qui n'est pas forcément le meilleur truc qu'on peut faire. La fin peut surprendre des gens, tellement ça tombe à brûle pour point. Après, je vous dis, quelquefois, les romans sur la Russie, on va dire post-moderne, moderne, contemporaine, il faut aussi connaître l'esprit slave et effectivement les rouages politiques antérieurs. Là, si vous ne savez pas ce qui se passait sous l'ère soviétique de fin de l'URSS, vous allez vous demander d'où vous êtes tombé. Voilà. Mais sinon, c'est un bon roman. Moi, j'ai passé du très bon temps. Le numéro 1, donc, de Mikhail Chevelev. Oui, on sait qui est le numéro 1 et pourquoi on l'appelle le numéro 1. Voilà. Et enfin, j'ai fini par celui-là. Alors, c'est ni un coup de cœur, ni, comme je l'entends partout, très souvent un chef-d'œuvre. Mais je dois remercier donc Océane, que tout le monde connaît sous le nom de Lilou, que ça soit surtout sur Instagram. Qui l'a vanté à des multiples reprises, qui plusieurs fois m'a dit tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire. Elle m'avait convaincue, mais j'attendais le bon moment. Voilà, donc je l'ai trouvé de pas très très cher, donc c'est aux éditions Magnus, ça s'appelle donc Le Manufacturier de Mathias Coping. Alors, on va le dire tout de suite. Si il y a deux choses qu'il faut dire. Un, si vous avez une petite sensibilité de fleur bleue, vous avez un petit cœur qui se soulève vite, et que vous ne supportez pas les scènes glauques, gore, la torture, les viols, et ce sur toute personne, hein, du plus petit au plus grand, voilà, les détails assez macabres, sordides, de tueurs en série, etc., n'y allez pas. Un conseil d'ami, n'y allez pas. Parce que dès les premières pages, vous allez vomir. Vous aussi. Enfin, moi, j'ai pas vomi, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous risquez de... Voilà. Ça risque de vous faire des cauchemars si vous n'avez pas... Vous avez une âme sensible, très sensible, enfin, même sensible léger. Ouais. Alors, si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a des gens très jeunes qui ne connaissent pas, ou des gens qui ont mon âge, mais qui savent, mais qui ne se sont jamais trop intéressés. Si vous n'êtes pas au fait de la guerre en ex-Yougoslavie qui se passait entre 91 et 95, des exactions qui se sont passées de tous les côtés, serbes, bosniaques, croates et la clique, et sans compter le Kosovo, que vous n'avez jamais entendu un témoignage des victimes, il faut avoir... il y avait les minutes en ligne, hein, du tribunal pénal international de La Haye. Il faut, quand vous lisez ça déjà, et alors les témoignages, voilà. À côté, c'est de la gnognotte. Hein. Alors, ceux qui l'ont lu et qui savent que c'est absolument sordide, ce qui se passe. Voilà. Alors, je dirais juste que l'homme est la pire saloperie qui est sur cette planète, et que je pense que nous sommes réellement les seuls êtres vivants qu'il faut éliminer. Les animaux, non. Voilà. Les animaux, les plantes, ils sont pas méchants. Ils sont pas viscéralement méchants. Les hommes peuvent être foncièrement méchants.
Enfin, c'est une saloperie, l'être humain. Voilà. Euh, alors, ça se passe à plusieurs endroits. Ça se passe notamment à Belgrade et à certains endroits de l'ex-Yougoslavie où il y a eu des massacres. Mais principalement, ça se passe en France, au Havre et en Lozère, près de Mende, avec plusieurs personnages. Alors, au Havre, on est avec un flic qui s'appelle Radic, qui est Vladimir Radic. Ah bah, je suis abonnée au Vladimir, moi. Oui, c'est vrai. Qui est une tête de... Enfin, ce que ses collègues appellent une tête de con, en fait. C'est un très très bon flic, mais il est un peu obtus. Tout le monde... le fait qu'il ait la boule à zéro, tout le monde l'appelle zéro, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, il décline le zéro humour, zéro sympathie. Voilà. C'est un mec, il s'en fout. Il n'y a que son boulot. Il n'en a rien à carrer des autres. Il n'a aucune empathie pour les gens. Rien ne le révulse. Il peut arriver sur les signes de crime et pire. Abomination, il n'y a rien qui l'aurait vu, ce type. Mais c'est un excellent flic, voilà. Mais c'est une tête de con. Et de son côté, là, il va enquêter sur la mort d'un vendeur de drogue qui fait partie d'un réseau. Et ils veulent faire tomber le chef du réseau et éventuellement, par boule de neige, répercussion, faire tomber le deuxième réseau qui est à la main d'une autre famille. Alors, nous, évidemment, du côté du Havre, on va plonger dans tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'êtres humains, esclavage sexuel, règlement de compte entre bandes, dealers, tenanciers de bordel, tenanciers de maisons closes, et encore maisons closes, c'est gentil, j'appelle ça une gave avec des entraves. On ne nous épargne rien, hein, ni les tournantes, ni les dépucelages, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de plus sordide, vous l'avez. Et va se passer un crime qui implique une mère et son bébé. Alors la scène qui se passe dans le transformateur, faut avoir... Alors honnêtement, si vous n'y allez pas. Si vous êtes pas... Moi, ça m'a rien fait dans le sens où je me suis pas dit « Oh mon Dieu !» Et j'ai pas fait de cauchemar, hein, surtout que je l'ai lu le soir, donc ça aurait pu... Non, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vous ai un peu expliqué pourquoi. Sur l'histoire de si vous connaissez les minutes et les témoignages des victimes, voilà, et que vous avez vu d'autres horreurs, d'autres guerres, il y a des choses que vous imaginez très bien qui peuvent arriver. Voilà. Vous n'êtes pas surpris. Le problème, c'est que je suis même plus surprise par l'inhumanité de l'être humain et le côté pervers absolu et la méchanceté gratuite, enfin le truc pourri des gens. Plus rien ne m'étonne, comme dirait Orelsan, malheureusement. Ça ne m'étonnait pas quand j'étais jeune, mais là, en vieillissant, c'est pire que tout. On est à Mende avec un certain Milovan, que tout le monde appelle Milo, qui en fait est un rescapé de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Il a vu toute sa famille mourir devant lui, il a été atrocement marqué, violé, torturé, etc. C'était un petit garçon qui a réussi à sortir et à être adopté par un lointain cousin qui l'a élevé, Boris, donc, qui est à la fin de ses jours, et donc cet homme aide son père d'adoption, qu'il appelle le grand-père, parce que c'est comme ça qu'il le surnomme. Et en fait, on assiste à la fois à cet homme qui est confronté à la mort de celui qui l'a sauvé, et aussi au fait que il va se retrouver poussé par cet homme-là, en fin de vie, à aller contacter une avocate serbe. Alors, il ne supporte plus les Serbes parce que c'est eux qui ont fait les exactions sur sa famille. Mais elle se bat, parce qu'elle-même a été victime, mais de la frange croate. Oui, ils se sont amusés dans les deux sens. Dans les 3-4 séances d'ailleurs aussi. Mais bref, elle a été aussi mise à l'épreuve, elle a été violée, torturée. Non, elle n'a pas été torturée, je crois, mais elle a été violée, mais elle a été surtout témoin de la mort de sa famille complète, y compris de son fiancé. Et donc, elle travaille en lien avec des flics, en lien avec certaines personnes, alors des magistrats, des français ou étrangers, tribunal de Haye bien sûr, etc., ou des médecins, etc., pour choper les criminels de guerre, parce qu'il en reste encore, hein, on rappelle. Et donc, ils vont avoir très vite une piste sur un criminel qui est celui
qui a perpétré les exactions contre Milo. Et donc, il va se rendre régulièrement en Serbie, à Belgrade, pour la rencontrer, pour essayer de faire avancer l'enquête. Et en fait, très vite, on va voir que les enquêtes, que ça soit au Havre, que ça soit avec Milo, que ça soit ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, sont toutes imbriquées. Voilà. Et le manufacturier est là, au milieu, il tue tout le monde. On découvre assez rapidement qu'il a tué quelques dizaines de personnes, dans des conditions assez abominables. Et tout ça, évidemment, plongé dans ce que je disais tout à l'heure, avec les esclaves sexuels, la drogue, les morts, les tortures, des fois pour le plaisir uniquement de découper quelqu'un en morceaux. Voilà. Alors ça monte crescendo. Et je vous dis, c'est vraiment un roman où il n'y a pas une page sans quelque chose d'abominable, de sordide. Il sort, voilà. Il n'a pas dû se marier tous les jours, copine, hein, pour écrire ça. Alors par contre, c'est vrai que, comme je vous disais en en-tête, si malheureusement vous connaissez ce que les guerres ont pu produire, et notamment l'ex-Yougoslavie qui a été une... Voilà. Ça avait véritablement été... c'était à 2 heures de Paris, hein, mais je pense que de ce qui s'est passé on va dire les 50 dernières années dans le monde, hein, hors guerre mondiale, mais dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est ce qui s'est passé de pire. Vraiment, parce que tout le monde en a pris pour sa gueule de tous les côtés. Ça a éclaté ce truc à la mort de Tito. Ça a continué à germer la haine, le nationalisme. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dénoncé. C'est-à-dire que vraiment, dans l'histoire, tout est dénoncé de façon sordide, abrupte, vraiment violent, vraiment abominable. Il y a des scènes où... Voilà, mais c'est la réalité malheureusement du monde et d'un certain monde. Alors nous, on touche du bois. On patauge pas là-dedans. Et grâce à Dieu qu'on ne patauge jamais là-dedans. Mais c'est ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on l'a vu aussi en France quand il y a eu des guerres. Tout ce qui est nationalisme, tout ce qui est haine du prochain, de quelqu'un, d'un étranger ou de son voisin parce qu'il n'a pas la même couleur, les mêmes yeux, le même nez, ou qu'il n'a pas la même religion, ou qu'il n'a pas les mêmes vis-à-vis que vous, ça va partir en vrille. Et avec l'effet de masse, l'effet d'un culte de certaines personnes et de fait que au nom d'une nation, d'une race ou de la religion, parce que ça aussi ça fait beaucoup de mal, c'est ce qui est un peu dénoncé puisque pas faux, hein. Je suis désolée pour ceux qui y croient en tout, enfin en quelque chose, enfin là, au patron quelque part par là, je comprends qu'ils viennent plus, parce que vu ce qu'il a créé, vu ce qu'on en fait, voilà, pauvre vieux, enfin c'est peut-être une femme, on ne sait rien, personne n'est redescendu pour moi. Bon bref, je fais de l'humour parce que sinon c'est un peu compliqué ce truc là, mais honnêtement, l'histoire se tient bien, c'est bien écrit. Je vous dis, ça monte crescendo, donc il faut vraiment se tenir parce que c'est quand même épais. Je sais pas, il y a au moins 680 pages, 662. Voilà. Enfin, en tous les cas, de texte, il doit avoir 650. En levant les trucs devant et derrière. C'est écrit, vraiment, c'est écrit à la serpe. Ça épargne rien du tout. Les personnages sont pas forcément sympathiques, même ceux qui devraient être sympathiques, même ceux qui pourrait nous être sympathique, à un moment donné, il y a quelque chose qui leur arrive dans la gueule. Bah, il n'y en a aucun qui est cool, hein. Il n'y en a aucun qui finit avec un verre de mojito à côté. Hein. Voilà. Ça, c'est pas le style du bouquin. Voilà. Alors, je vous dis, c'est un livre qui peut être très dérangeant. C'est pour ça que je vous ai dit en en-tête, si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé et que vous êtes très sensible, n'y allez jamais. Mais vraiment, n'y allez jamais. Parce qu'il y a des scènes où c'est indescriptible. En plus, le pire, parce que c'est ça le pire, c'est que vous savez que c'est réaliste. Vous savez que ça peut arriver, que c'est sûrement arrivé quelque part. Alors, outre les exactions en ex-Yougoslavie, mais les meurtres, ce qui se passe dans les sous-sols, dans des caves, ce qui se passe dans des endroits, etc., vous savez que ça arrive. Le problème, c'est ça.
c'est qu'on sait que c'est réaliste, on sait que ça existe, mais parce qu'on en entend maintenant, parce que les images, enfin de plus en plus, c'est diffusé, hein, ce genre de truc avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux et Internet en prennent plein la gueule, et l'amplification de certaines choses fait que bah, c'est grandement arrivé à cause d'Internet. Alors je sais qu'il y a beaucoup de bons points, et nous on était très contents quand est arrivé Internet, parce qu'on s'est dit, oh, ça va nous ouvrir les portes, la culture, le voyage, la connaissance de l'autre. Et en fait, plus ça avance et plus ça se rétrécit, et plus ça devient quelquefois intolérant, alors que c'est censé nous ouvrir le monde entier. Donc là, il y a des charges, hein. Il y a des charges aussi contre, malheureusement, le fait qu'il y a une impuissance. Il y a une impuissance des pouvoirs publics, il y a une impuissance de la police, il y a une impuissance des gens à essayer de reprendre les rênes sur certaines choses, parce que ça a tellement dérivé, c'est tellement parti loin qu'on ne sait plus comment faire. C'est un peu comme un cheval sauvage qui partirait au grand galop, et que vous avez juste en fait une laisse de chien pour l'attraper, quoi. Voilà. Donc ça part, au bout d'un moment la laisse casse et vous n'arrivez plus à récupérer la bestiole. Sauf si la bestiole s'arrête, mais elle n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Voilà, sans avoir tué la moitié du troupeau. Voilà. Donc vraiment c'est un livre sordide. Mais vraiment. Après, je vous dis, moi j'ai bien aimé ma lecture. Vraiment, j'ai bien aimé ma lecture parce que, bah, justement, euh, il y a une ligne de conduite. Quand on arrive à la fin, on se dit, oh putain, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais à aucun moment, et je l'ai fini, et je pense que je vais en toucher deux. J'en ai touché deux mots à Océane. On en a discuté toutes les deux. Euh, j'ai pas été choquée, parce que le problème, comme j'ai dit, c'est que c'est que en ayant une appétence pour la Seconde Guerre mondiale, et notamment le Troisième Reich, et toutes les exactions et les saloperies qui ont été faites, et ayant étudié, malheureusement, parce que c'était mon époque, hein, on est bien d'accord, ayant vu en direct, vraiment, à la télévision, sur les chaînes étrangères, la guerre en Yougoslavie, les retours des casques bleus, et moi j'ai eu l'occasion d'en entendre parler par quelqu'un en anglais qui était dans les casques bleus et qui nous a expliqué, qui est revenu traumatisé parce qu'il nous a expliqué ce qu'il avait vu, sachant qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Et ils étaient quelquefois en phase de massacre de population, mais de choses absolument horribles, et ils étaient là, tankés comme des piquets, parce qu'ils n'avaient pas le droit de la communauté internationale. On rappelle que c'était l'ONU qui les avait envoyés, donc casque bleu, donc à la rigueur neutre, et ils étaient là en train de voir des gens s'entretuer, se massacrer, se faire des choses abominables. Ils ont trouvé des charniers avec des gens qui vivaient, enfin qui étaient encore moitié morts dedans, parce que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient dedans, et sans pouvoir rien faire. Donc quand vous avez assisté à ça, même à la télévision, mais que vous avez entendu les victimes, que vous avez lu des choses, que vous avez entendu des gens qui ont vu, ou des journalistes qui témoignaient sur ce qui s'est passé, que ce soit à Sarajevo, etc. Sarajevo, on a vu le siège, hein, en direct. Enfin, je veux dire, à part si vous êtes trop jeune, mais les gens qui ont mon âge, on le voyait tous les soirs à la télévision en direct. Et si vous aviez une chaîne étrangère comme moi j'avais, c'était 24 heures sur 24. Et les snipers, et les corps au milieu. Voilà, donc quand vous avez vu tout ça, je suis assez vieille pour avoir malheureusement vu beaucoup de choses, alors que ce soit à la télévision, mais tout ce que j'ai pu voir, voilà, vous vous étonnez plus de rien. Alors il y a des scènes où je me suis dit, oh putain, là, ouais, quand même, voilà. Mais je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui lirait ça et qui... Voilà, et je me suis dit, ouf, putain. Je comprends que ce livre puisse faire un effet assez profond à des gens. Alors, j'irai pas comme certains me disent que c'est le chef-d'œuvre, machin. Alors, je pense que c'est un livre qui va se lire et qui va être un classique dans ce genre-là. Parce que je pense que c'est un des premiers. Bon, après, je suis pas une spécialiste de ce genre de livre, hein, mais je pense que c'est un des premiers qui est véritablement qui va au bout du glauque. Alors, vraiment, du gore, carrément. Voilà.
C'est vraiment... tout d'un coup, j'ai eu Martin Gore dans la tête de Dépêche Mode. Non, mais il faut que j'arrête. Hein. Voilà, non, mais vous voyez comment mon esprit fonctionne. C'est-à-dire que je suis en train de parler d'un truc absolument abominable et j'ai autre chose qui pop. Non, mais j'ai 2-3 cerveaux qui fonctionnent en même temps, il faudrait qu'ils arrêtent. Enfin, non, qu'ils n'arrêtent pas, mais qu'ils se modulent. Mais vraiment, c'est un truc... Voilà, alors, je vous dis, je vais très bien le noter. Je l'ai très bien noté, mais ce n'est ni un coup de cœur, ni un chef-d'œuvre. C'est un très 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 bon roman, mais je vous dis, c'est un truc à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. Honnêtement, j'ai lu des trucs abominables, hein, mais là, non. Voilà. Je répète pour ceux qui arriveraient au cours de route et qui diraient « Oh, ça a l'air pas mal !» Vas-y toi. Mais vas-y, cool, et vas-y en toute conscience. Parce que moi, j'ai pas été révulsée, j'ai pas fait de cauchemar. Mais je pense pour quelqu'un qui ne s'entend pas à ça, ça risque d'être très compliqué à avaler. Sans faire de très mauvais jeux de mots sur certaines scènes du livre. Ah ouais, là, c'est une très... Oh, c'est mauvais, ça, ce que je... Voilà, bah vous imaginez ce que ça peut faire. Voilà, que du bonheur. Et comme dirait Hemingway, le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre pour la première partie. Qui vaut la peine qu'on se batte pour lui, sûrement, pour améliorer. Mais alors, par contre, un bel endroit, des fois. Voilà. Ça rappellera des gens, une phrase à quelqu'un, puisque en fait, c'est la fin de Seven. Où Morgan Freeman, dans le personnage de Morgan Freeman, dit textuellement, je crois, le monde est un bel endroit qui donne la peine, qui vaut la peine de se battre pour lui. Et il dit, je suis textuellement, je suis d'accord avec la deuxième partie. Voilà. Et quand j'avais entendu cette phrase de Seven, je connaissais la phrase d'Hemingway, mais j'étais d'accord avec la réflexion de Somerset dans le Seven. C'est que oui, ça vaut la peine de se battre pour lui, mais je suis pas sûre que ce soit un très bel endroit. Voilà. C'est une belle planète, c'est un bel endroit, mais c'est bordel, parce qu'il y a l'homme dessus. Voilà, ça c'est fait. Charge contre l'être humain. Ah bah oui, excusez-moi, hein. Les animaux ne tuent pas pour le plaisir. Vicieux de jouir de la mort de quelqu'un d'autre, hein. Enfin d'un autre animal. Et c'est très rare les animaux qui tuent pour le plaisir, de la jouissance du plaisir de tuer, hein. Ils veulent la bouffer parce que c'est le plus faible ou parce qu'il le végé tout simplement, mais il jouit pas pour... Il fait pas ça en faisant hey, je vais lui faire encore plus mal. Non, non, il le tue, il lui donne un coup, c'est terminé. Nous, l'être humain, s'amuse à trouver plein de trucs pour tuer les gens méchamment. Et puis vicieusement, et puis de plus en plus mal, et puis ça va de mal en pis ce truc, voilà. Donc manufacturier, Mathias Coping. Super. Peut-être que ça vous en apprendra un peu plus pour la guerre de l'ex-Yougoslavie, hein, je suppose. Voilà, donc ça, lu, bon. Ça, lu, bon aussi. Ça, lu, intelligent. J'adore. Oh putain, attendez. Ça, creux. Régional. Ah bah, je suis dans la simplicité, hein. Je crois qu'on est à plus d'une heure. Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'ombre et la lumière? Pauvre Arman. Oh, non, j'aurais pas dû dire ça. Il y en a qui vont me taper dessus. Non, mais c'est vrai, il était un peu ballot, hein, parce qu'il aurait pu avoir une... Alors, je vous le montre, parce que franchement, c'était un bel homme, mais complètement frappé de ciboulot. Surtout très influencé par sa première femme, car une très belle femme, mais alors quelle saloperie ça là. Bon bref, ah si, très belle saloperie, mais alors saloperie, voilà. Donc ça c'était ce que j'ai lu donc au mois d'avril, tout ça. Non, pas bourriqué. Voilà, tout ça. Et j'espère que... Bah, dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus, si je vous ai donné envie d'en lire certains. Et puis, je vous dis, la pile à lire arrive soit avant cette vidéo, soit après. Il y aura que, je crois, 5 ou 6 livres au programme. 5 livres, je crois. Je sais plus. Parce qu'au mois de mai, je dois rédiger... Je sais. Le roman de 2028. Voilà. Donc, il est dans ma tête, il est ficelé, il est éplonné. Il faut que je mette le premier jet pour qu'une fois que j'ai mis le mot fin au premier jet, archivé. Et il attendra son tour comme un confesse. Voilà. Donc, pauvre vieux.
Voilà, et ça va ravir les fans d'une certaine triptyque, parce que je reviens dessus, un personnage mythique qui a plu à beaucoup de gens. Voilà, donc là, il y en a qui sont en train de dire oh putain, calmez-vous, calmez-vous, il va falloir attendre 5 ans. Bien fait pour vous. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Si vous entendez du bruit, c'est le général Hux qui est dans son carton Casinomi et qui s'amuse comme un petit fou avec son carton Casinomi. Ah bah maintenant je peux même plus le nettoyer parce qu'il me mordit la cheville quand je prends son carton. Je vous dis pas l'état du carton. Nom de Dieu, il doit y avoir des bestioles. Oh chouchou, ma boulette. C'est trop beau. Il est comme ça maman, il est boulette. Bon je m'enfonce. Allez chou viens, on va boire un lait chaud. On va se refaire un thé chaud.